Imaginez un instant, on est dans le fin fond des bois du Minnesota. La neige tombe, on voit presque plus rien, puis le froid, un froid glacial nous gèle jusqu'aux os. Le chemin a disparu, c'est la panique, parce que se perdre ici, ça ne veut pas juste dire mourir de froid, ça veut dire qu'on pourrait se faire dévorer par une chose que certains groupes autochtones de la région appellent l'esprit maléfique qui dévore l'humanité. Ça donne froid dans le dos, hein? C'est vraiment la description qui est au cœur de notre analyse aujourd'hui. On va plonger dans les origines d'une légende terrifiante qui hante le Grand Nord. Alors voici notre parcours. On va partir des racines symboliques et profondes de cette figure pour aller jusqu'à sa transformation en monstre de la culture pop. On va commencer tout de suite par mettre en contraste l'image qu'on a tous en tête avec ses véritables origines. OK, première section, le monstre et le mythe. On parle ici de la créature de la culture populaire face à la terre ancestrale. Aujourd'hui, quand on pense au Wendigo, on s'imagine tout de suite une bête gigantesque avec des bois immenses qui sortent d'un crâne tout nu, vraiment horrifiant. Et c'est là que ça devient fascinant. D'un côté, on a le monstre d'Hollywood, mais de l'autre, on a la réalité profonde et ancienne de la terre ancestrale des Ojibwés. Ce territoire qu'on appelle maintenant le Parc national des voyageurs, une histoire humaine qui remonte à 10 000 ans. Et pour les Ojibwés, les histoires, c'est la façon de se souvenir du passé, de transmettre l'histoire, qui nous amène directement à notre deuxième section, une métaphore du mal, ou l'esprit à l'intérieur de nous. Parce que si le Wendigo, ce n'est pas une bête physique, qu'est-ce que c'est au juste dans la tradition autochtone? Bon, le Wendigo, c'est une figure vraiment centrale des traditions Ojibwés et c'est avant tout une métaphore du mal. Ce n'est pas un monstre qui se promène dans les bois, c'est plutôt un esprit qui peut transformer un être humain, une personne qui succombe à la cupidité, à l'égoïsme ou, dans les pires des cas, au cannibalisme. C'est un avertissement en fait sur ce qu'on peut devenir. C'est pour dire à quel point la légende est puissante. Pour certains, juste prononcer son nom, c'est un tabou culturel. On croit que ça pourrait attirer sa présence. Et il faut vraiment insister là-dessus. Dans les histoires d'origine, il n'y a pas de bois de cerf, pas de crâne d'animal, juste le spectre inquiétant de ce qui arrive quand on perd son humanité. Troisième section, la naissance d'un monstre, ou si on veut, comment l'esprit s'est ramassé avec des bois. C'est ici qu'on va retracer comment cet esprit, cette métaphore, est devenu la créature qu'on voit partout dans les films et les séries aujourd'hui. Cette ligne du temps nous montre la transformation en 3 moments clés. Tout part de la tradition orale Ojibwe. Ensuite, en 1910, il y a un premier grand changement avec une nouvelle d'un auteur britannique, Algernon Blackwood. Et finalement, le point de bascule, le moment décisif, arrive en 1944 avec une illustration dans un magazine populaire. L'histoire de Blackwood, ça parle d'un guide, un certain Défago qui disparaît dans la forêt canadienne. On trouve des traces de pas immenses, vraiment étranges. Son visage est décrit comme plus animal qu'humain. Le problème, c'est que Blackwood, lui, n'avait aucun lien avec les communautés autochtones. Il racontait cette histoire de son point de vue d'étranger en s'appropriant un folklore qui n'était pas le sien. Et même dans cette première version, disons monstrueuse, il y a un détail crucial. Le visage était plus animal qu'humain. Oui, mais il n'y a aucune, mais vraiment aucune mention de bois de cerf ou d'un crâne complètement nu. Les éléments visuels qu'on associe aujourd'hui au Wendigo sont totalement absents. C'est cette illustration-là, en 1944, dans un magazine qu'on appelait Pulp, qui a tout fait basculer. C'est le moment précis où une figure qui était profondément symbolique a été déformée pour toujours en un monstre commercial, une créature faite pour le divertissement de masse. Et on arrive à notre dernière section, la vraie terreur du territoire. Un symbole, mais aussi une réalité. Parce que pour comprendre pourquoi cette transformation a eu lieu, il faut absolument regarder ce qui se passait pour vrai sur le territoire à cette époque-là. Le paysage était en train de se faire complètement défigurer. Les terres Ojibwés étaient revendiquées par des colons. Des compagnies forestières sont arrivées, l'exploitation commerciale a rasé la quasi-totalité de la forêt. Au début du 20e siècle, ces arbres majestueux centenaires avaient presque tous disparu. Du point de vue autochtone, l'ampleur du désastre était inimaginable. Les gens détruisaient littéralement tout ce qui avait de la valeur pour eux. Ça devait juste ressembler à la fin du monde. Cette citation, elle exprime vraiment une perte, un désarroi total. Et c'est là que la connexion se fait. C'est là qu'on comprend tout. Pour les Ojibwés, la vraie horreur, ce n'était pas un monstre de fiction. Les compagnies forestières qui dévoraient tout, qui détruisaient tout, elles, c'était le Wendigo. La métaphore de la cupidité insatiable était en train de prendre vie, là, juste sous leurs yeux. Alors, qu'est-ce qu'on retient de tout ça? Quelle est la leçon?
Premièrement, c'est important de chercher à comprendre l'histoire du point de vue des peuples autochtones eux-mêmes. Deuxièmement, il faut voir le Wendigo pour ce qu'il est vraiment, une représentation intemporelle de la cupidité et de l'égoïsme. Et troisièmement, il faut être capable de reconnaître comment des récits peuvent être tordis, déformés pour des raisons commerciales. Au fond, peut-être que la vraie piste du Wendigo, elle ne mène pas à un monstre dans les bois, mais plutôt à l'intérieur de nous, dans les recoins sombres et dévorants de nos propres âmes. C'est une question qui nous rappelle que ces anciennes leçons sur la cupidité, elles sont peut-être plus pertinentes que jamais.